Il y a encore quelques années, la Corée du Nord était au bord du gouffre. Les ONG tiraient la sonnette d'alarme. Une famine de masse menaçait la moitié du pays. L'économie était sous assistance respiratoire. Cette armée gigantesque et ses millions de vieux obus d'artillerie, un boulet financier absolu pour l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais en 2022, tout a basculé. Ce qui siphonnait les caisses de Pyongyang depuis des décennies s'est mis à lui rapporter des milliards. En l'espace de 4 ans, le régime a empoché 4 fois plus d'argent que sur la même période avant la guerre. Résultat, dans les rues de ce pays coupé du monde et ultra à la traîne, on voit soudain débarquer des SUV chinois flambant neufs et les derniers smartphones. Comment un État en faillite comme la Corée du Nord a-t-il pu devenir le fournisseur numéro 1 de l'armée russe, couvrant près de la moitié de ses besoins en munitions sur le front? Et pourquoi Kim Jong-un a-t-il carrément expédié des milliers de ses propres soldats Se battre pour la Russie? Aujourd'hui, on va décrypter comment la nation la plus isolée au monde a réussi le braquage du siècle, transformer la guerre des autres en son propre miracle économique. À la base, la Corée du Nord avait un problème complètement absurde. C'est un pays qui savait vraiment produire des choses. Ils extrayaient des montagnes de charbon et de minerais de fer, fondaient du métal, crachaient des armes à la chaîne. Le vrai blocage, c'était de trouver des acheteurs. À une époque, la machine était bien huilée. Les mines tournaient à plein régime, les pêcheurs exportaient leurs fruits de mer, des dizaines de milliers d'ouvriers trimaient à l'étranger et la Chine raflait quasiment tout. Pour vous donner une idée du délire, au milieu des années 2010, les exportations de charbon à elles seules injectaient environ 100 millions de dollars en cash, chaque mois, dans les caisses de Pyongyang. Pour une microéconomie sous cloche, c'était une somme astronomique. Mais le régime a décidé de flamber tous ses revenus dans son programme militaire. Après une énième série d'essais nucléaires, l'ONU a coupé les vivres. L'embargo a frappé tout ce qui rapportait des devises, du charbon au plomb en passant par le poisson, plongeant les banques d'État dans un blackout financier total. Ces sanctions n'ont pas fait effet du jour au lendemain, mais elles ont fini par asphyxier l'économie. Après un court rebond en 2016, le pays a passé 6 ans à stagner ou à s'effondrer. Regardez cette courbe. Les sanctions ont ciblé avec une précision chirurgicale les secteurs qui faisaient vivre le régime. Le charbon, le minerai, les métaux, les fruits de mer et la main-d'œuvre à l'étranger. Et en 2020, Kim Jong-un a fait ce qu'aucune sanction occidentale n'avait réussi à faire. À cause du Covid, il a verrouillé la frontière avec la Chine à double tour. Le pays a lui-même muré sa dernière fenêtre sur le monde. Là, on ne parlait plus seulement de chute du PIB. Les ONG alertaient sur des pénuries alimentaires critiques, et plus de 10 millions de Nord-Coréens souffraient de malnutrition chronique. Des rumeurs de mort de faim commençaient même à fuiter. Bref, début 2022, le régime de Kim touchait le fond. Robinet à devises fermées, commerce avec la Chine au point mort, économie à l'arrêt et le spectre d'une nouvelle famine géante en interne. C'est exactement à ce moment-là, à des milliers de kilomètres de la péninsule, qu'une guerre a éclaté. Une guerre qui a soudainement transformé l'actif le plus inutile de la Corée du Nord, ses gigantesques hangars à munitions et ses usines d'armement, en une véritable mine d'or. Dans les premiers mois du conflit, la Russie pouvait encore puiser dans ses propres stocks. Mais le scénario du Blitzkrieg en Ukraine a fait un flop, et le front s'est transformé en centaines de kilomètres de tranchées, de bunkers et de champs de mines. Dans ce genre de bourbier, l'artillerie redevient le boss du champ de bataille. Et on ne compte plus la consommation d'obus en milliers, mais en millions. La Russie n'était absolument pas prête pour une telle cadence. Ses usines ont eu beau passer au 3x8, s'agrandir et se réorganiser, soyons réalistes. On ne multiplie pas sa production par 10 en claquant des doigts. On ne monte pas un complexe d'armement en un mois. Et l'artillerie a besoin de munitions. Là, tout de suite. C'est là qu'entre en scène le fournisseur parfait, la Corée du Nord. Un pays qui, depuis 70 ans, se prépare de façon paranoïaque à une guerre d'artillerie totale contre le Sud. Leurs bunkers souterrains débordaient littéralement de munitions. Mais le véritable jackpot, c'est la compatibilité. L'artillerie nord-coréenne est un héritage direct de l'école soviétique. Kim fabriquait exactement ce dont Moscou avait désespérément besoin. Les bons vieux calibres de 122 et 152 mm. Dès 2023, les satellites occidentaux commencent à repérer une activité franchement anormale. Un flux ininterrompu de navires, de trains et de milliers de conteneurs quittent les ports nord-coréens direction l'extrême-orient russe. Et le doute n'est plus permis, ce n'est pas de la marchandise civile. L'ampleur du trafic donne le vertige. Pour comprendre, l'Europe tout entière transpirait sang et eau pour réussir à gratter 1 million d'obus en un an. De son côté, la Corée du Nord, le pays sous l'embargo le plus strict au monde, en a expédié plusieurs millions, en 6 mois à peine.
Au début, ils ont évidemment vidé les vieux stocks, mais face à l'explosion de la demande russe, le complexe militaro-industriel s'est mis à tourner à plein régime. Déjà en février 2024, le ministre sud-coréen de la Défense lâchait une info hallucinante. À cause des pénuries monstres d'électricité et de matières premières, la plupart des usines d'armement du pays tournaient péniblement à 30% de leur capacité. Par contre, les usines qui pondaient des obus pour la Russie, elles tournaient à 100%. Cet électrochoc a suffi pour réanimer l'économie du régime. Car une usine d'armement ne fonctionne jamais en vase clos. Elle a besoin de métal, donc on rouvre les mines et la métallurgie. Elle a besoin d'explosifs, l'industrie chimique se réveille. Il faut de la logistique, les trains et les ports reprennent du service. Il faut de nouvelles infrastructures, le BTP redémarre. Chaque nouvelle commande russe déclenchait une réaction en chaîne dans toute la colonne vertébrale industrielle nord-coréenne. Ensuite, les volumes ont gonflé à un rythme carrément indécent. Selon diverses évaluations, Pyongyang aurait livré à la Russie plusieurs millions de munitions d'artillerie, et des données récentes balancent même le chiffre vertigineux de plus de 15 millions d'obus. D'après les services de renseignement officiels, la Corée du Nord couvre aujourd'hui physiquement entre 35% et 50% des besoins totaux du front en obus. Posez-vous 2 secondes sur cette stat. Rien que les munitions d'artillerie livrées sont estimées au minimum entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars. Et si on calcule avec les prix spéculatifs que la Russie était prête à lâcher en pleine urgence, la valeur totale du contrat pourrait allègrement dépasser les 4 milliards de dollars. Kim a très vite capté le délire. Si les Russes sont prêts à avaler de tels volumes, c'est le moment d'élargir le catalogue. D'abord, ils ont sorti les missiles balistiques, les fameux systèmes KN-23 et KN-24. Les experts estiment que sur la seule année 2024, la Corée du Nord a livré au bas mot 100 missiles balistiques à Moscou. Le prix catalogue d'un KN-23 oscille entre 1,5 et 3 millions de dollars. On multiplie par 100 et on rajoute entre 150 et 300 millions de dollars de chiffre d'affaires pur. Puis, on a vu débarquer sur le front des monstres totalement exotiques pour le coin. D'abord, les énormes canons automoteurs de 170 mm Koksan M1989 que Pyongyang avait conçus à l'époque pour réduire Séoul en cendres. Dans la foulée, des lance-roquettes multiples géants de 600 mm KN-25 et des systèmes anti-chars à longue portée Bullseye 4. La Corée du Nord a carrément mis toute sa gamme de blindés lourds en vitrine. Mais ce business ne s'est pas arrêté à la ferraille. Fin 2024, le régime a proposé à la Russie une ressource qu'on ne peut pas juste usiner sur une chaîne de montage. Ses propres soldats. À l'automne 2024, le partenariat a passé un cap. La Corée du Nord s'est mise à expédier en Russie non plus seulement des armes, mais des hommes. Au début, on parlait de 10 à 12 000 militaires parachutés dans la région de Koursk. Des renforts ont suivi, et les effectifs nord-coréens ont gonflé pour atteindre les 15 000 à 22 000 hommes. C'est là que commence une mathématique de dictateur absolument cynique, mais redoutablement logique. Faisons les comptes. Selon les renseignements internationaux, la Russie paye environ 2 000 $ par mois pour chaque soldat nord-coréen. Pour situer, 20 000 soldats, c'est 40 millions de dollars en devises sonnantes et trébuchantes qui tombent chaque mois dans l'escarcelle de Pyongyang. Est-ce que les bidasses touchent cet argent ? Évidemment que non. Tous les virements du ministère de la Défense russe vont directement aux structures de l'État, et le régime siphonne d'office 90 à 95% de la somme dans ses caisses noires. Dans le meilleur des cas, on promet aux soldats 100 à 200 $ mensuels, et souvent même pas en cash. L'argent est simplement viré sur des comptes bloqués en Corée du Nord, censés n'être accessibles qu'après leur retour au pays. Mais il y a un détail encore plus glauque. Des sources internes affirment que pour chaque soldat nord-coréen tué au combat, la Russie verse une compensation d'environ 30 000 $. Sauf que, d'après les infos qui circulent, l'État confisque la totalité du chèque. Comme le rapporte NK Insider, les familles des victimes ne reçoivent qu'une simple ration alimentaire, l'équivalent d'1 mois de nourriture. Au bout du compte, Kim Jong-un a réussi à monétiser littéralement tout ce que son pays avait en surplus. D'abord les vieux stocks, puis les chaînes des usines militaires, ensuite les missiles et l'équipement lourd, et pour finir, sa main-d'œuvre et sa propre armée. Et c'est là que ça devient fascinant. Que se passe-t-il quand on injecte une demande externe aussi colossale dans un système fermé et moribond ? Regardez un peu ces courbes de PIB, on dirait un bug dans la matrice. Pendant l'année Covid 2020, l'économie a plongé de 4,5%. En 2021 et 2022, encéphalogramme plat et croissance négative.
Et d'un coup, retournement de situation spectaculaire, en 2023, le PIB s'envole de 3,1%. En 2024, il tape les 3,7% et se maintient fièrement à 3,5% pour 2025. 3 années de suite à plus de 3% de croissance. Pour la Corée du Nord, ce sont des scores stratosphériques, du jamais vu au cours des 20 dernières années. Selon Bloomberg Economics, entre 2022 et 2025, le pays aurait engrangé jusqu'à 22 milliards de dollars de revenus extérieurs. En 4 ans, Kim s'est mis dans les poches l'équivalent de ce que le pays aurait mis environ 16 ans à récolter à son rythme habituel. Bien sûr, tout cet argent ne vient pas exclusivement de Russie. Il faut y ajouter la reprise du business avec la Chine et les casses colossaux de crypto-monnaies, un domaine où les hackers nord-coréens sont devenus de véritables pointures. Mais la locomotive principale, c'est clairement la guerre. D'après plusieurs estimations, la seule coopération militaire avec Moscou aurait rapporté plus de 10 milliards de dollars à Pyongyang. Et certains calculs flirtent même avec les 14 milliards. Pour vous faire prendre conscience du délire, aujourd'hui, le revenu annuel nominal de toute la Corée du Nord tourne autour de 34 milliards de dollars à peine. Et ce boom économique, il ne se lie plus seulement sur des bilans comptables, il a explosé dans la rue. En quelques années, Pyongyang a muté pour devenir méconnaissable. Là où les immenses avenues désertes filaient des frissons aux touristes occidentaux hier, on se tape de vrais embouteillages aujourd'hui. Les bagnoles s'alignent pare-choc contre pare-choc et les camions déchargent des pneus et des pièces détachées chinoises à la chaîne. On construit de nouveaux quartiers résidentiels, des restos et des services ouvrent leurs portes. En parallèle, c'est le grand bond numérique. Le pays a déployé ses premiers réseaux 4G. Tout le monde n'y a pas accès, loin de là, mais une partie de la population commence à s'équiper de smartphones personnels. Des gens commandent des taxis depuis leur écran, utilisent des portefeuilles électroniques locaux et des applis du quotidien. Pour un pays qui incarne l'isolement technologique absolu depuis des décennies, l'image est totalement surréaliste. Mais ne sortez pas les violons trop vite pour les Nord-Coréens lambda. Comme d'habitude, ce cash ne ruisselle pas sur les 26 millions d'habitants. Tout ce capitalisme néon et ces voitures flambant neuves sont monopolisés à 100% par les pontes de l'État, les gradés de l'armée, les rois du marché noir et les résidents de Pyongyang. Parce que Pyongyang, c'est une zone VIP fermée. Faites quelques kilomètres en dehors de la capitale et cette illusion futuriste se fracasse violemment sur la réalité. On se retrouve donc avec un effet paradoxal. La guerre n'a pas rendu la Corée du Nord riche en tant que pays, par contre, elle a rendu le régime infiniment plus riche et plus puissant. Ce qui, pendant des lustres, ressemblait à un fardeau économique, cette armée gargantuesque, ces millions d'obus et cette industrie militaire hypertrophiée, s'est soudainement transformé en l'actif le plus précieux du pays. Mais une question brûlante reste en suspens. Tout ce miracle économique est sous perfusion d'une guerre qui, un jour ou l'autre, prendra fin. Et là, on verra la vérité en face. Est-ce que Kim Jong-un a profité de cette fenêtre de tir pour restructurer son économie en profondeur, ou est-ce que la Corée du Nord a juste décroché un contrat très juteux, mais en CDD? Et vous en pensez quoi? La Corée du Nord pourra-t-elle maintenir cette croissance une fois la guerre terminée? Ou est-ce que son boom économique s'évaporera en même temps que l'argent russe? Balancez votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, pour capter ce qui se passe exactement en ce moment même dans l'économie du plus gros client de la Corée du Nord, foncez voir ma dernière vidéo. On y analyse ce qui arriverait à la Russie si la guerre s'arrêtait demain. Cliquez sur la vidéo à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.